à tous et à toutes et bienvenue à cette 4e édition du MILA, Meeting international du livre et des arts associés. Depuis le mercredi 27, nous sommes sur place et nous avons reçu des délégations du Gabon, du Bénin, du Nigeria, du Burkina Faso, du Tchad et bien d'autres pays. Nous avons assisté également à des prestations, des panels, des expositions. Eh bien, en parlant d'exposition, je suis aujourd'hui avec M. Alain Eoussou, docteur en lettres modernes et écrivain. Bonjour monsieur et bienvenue au MILA. Bonjour madame, merci bien. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est largement partagé. Merci. Eh bien, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, vous êtes écrivain. Oui, écrivain. Alors, oui. parlez-nous un peu de vos œuvres. Je suis écrivain, auteur de 3 ouvrages. Le tout premier publié en 2018, Émotion, c'est le titre de l'ouvrage en question. Le second en 2021, intitulé Tour d'horizon. Et le tout dernier, L'amour en transe. L'amour en transe. Ah, ça doit être un roman? Non. Ah, ils sont tous des recueils de poèmes. Ah, c'est tous des recueils de poèmes. Oui. Parce que généralement, quand on entend les histoires d'amour, on pense directement au roman. Non, mais la poésie, je pense même que c'est là par excellence du lyrisme. Donc, exactement. Voilà. Exactement, ok. Eh bien, vous avez eu l'un de vos ouvrages qui a été retenu pour les prix du MILA. Oui, c'est lequel des 3 ouvrages? C'est le second, Tour d'horizon. Tour d'horizon. Ah oui. D'accord, il a été retenu pour le MILA. Alors, directement, ça suscite également mon intérêt. Donc, j'aimerais savoir, j'ai envie de savoir, Tour d'horizon, ça parle de quoi? Tour d'horizon, comme le titre l'indique, c'est un ouvrage qui traite de beaucoup de questions. La première partie, en fait, les parties n'ont pas de titre en tant que tel. Mais on peut scinder l'ouvrage en 3 parties. La première partie est relative à la situation socio-politique. C'est une satire socio-politique. La seconde partie est purement lyrique, célébration des sentiments, exaltation de tout ce qui est relatif au cœur. Et puis la dernière partie est, que je qualifie très souvent de divers. Ça traite de questions diverses. Un peu de tout. Un peu de tout, des hommages, des sujets qui ne sont pas forcément d'ordre politique. Je peux prendre par exemple le cas des grossesses en milieu scolaire. Je prends aussi par exemple un texte intitulé Carpe Diem, qui aussi traite de la question de la mort. Donc, dans cette dernière partie-là, ça traite d'un peu de tout. En tout cas, nous, de notre côté, on vous félicite. Merci beaucoup. Pour cet ouvrage qui a été sélectionné pour un prix et on lui souhaite bon vent. Merci à vous et à beaucoup. votre ouvrage. Merci bien. Eh bien, j'aimerais savoir, monsieur, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué au point de vous attirer ici pour votre exposition au MILA? Bon, il faut dire que moi-même, je m'intéresse à tout ce qui relève de l'art et précisément de la littérature. Là où il est question de littérature, même si on ne m'invite pas, moi-même, je m'y invite. C'est vrai. Voilà, donc c'est tout naturel. Voilà, donc c'est en tant qu'amoureux, n'est-ce pas, de tout ce qui est en relation avec le livre que je me suis rendu ici. D'accord. Est-ce que vous avez des suggestions, des appréhensions pour les éditions prochaines? Bon, pour les éditions prochaines, je souhaiterais vraiment qu'il y ait vraiment une plus grande médiatisation de la chose, parce que pour ce qui a été constaté, il n'y a pas eu d'engouement majeur autour de la chose. J'ai l'impression que, bon, c'est tout à fait normal. Hein. Quand je dis normal... Pourquoi normal? Oui, normal au sens sociologique du terme. Pas normal en tant que ce qui est moralement acceptable, mais normal en tant que ce que l'on constate régulièrement dans une société. Donc ici, je vais dire c'est normal parce que le livre, il faut dire que le livre fait partie des... Je vais m'excuser du terme, mais c'est le cadet de nos soucis. La société ne s'y intéresse pas de la société de façon générale. Donc du coup, on ne sent pas un très grand engouement autour de la chose. Donc j'aimerais que la prochaine fois, pour les prochaines éditions là, il y ait vraiment une plus grande médiatisation. En tout cas, nous sommes là
et nous comptons vous accompagner. Et puis, bon, on espère également que votre souhait sera pris en compte pour les années à venir. Merci Ce fut bien. un plaisir, monsieur, de vous avoir reçu sur notre plateau. Merci bien, madame, et vive le Mila. Vive le Mila également, comme il a dit. Vive le Mila, et on se retrouve tout de suite pour un autre invité, sur le plateau de Mila. La journée du meeting international du livre et des arts associés continue. Je suis avec Christelle Akoussi. Elle est juriste et également auteure. Christelle Akoussi, bonsoir et bienvenue. Merci de m'avoir invitée. Je vous en prie. Oui. Et là, vous tenez en main votre recueil de pensées. Déjà, ça fait différent. On a l'habitude d'entendre recueil de poèmes, mais là, c'est recueil de pensées. Pourquoi recueil de pensées? Effectivement, tous ceux qui viennent à mon stand disent pourquoi pas un recueil de citations ou de proverbes? Pourquoi de pensées? Et hier, je réfléchissais à cela, je dis, mais tiens, on ne me pose pas ces genres de questions et les gens le gardent à l'intérieur d'eux. Mais c'est l'effet sur les personnes que je recherche. Il se trouve que ma structure s'appelle Conscience Nouvelle. Conscience Nouvelle, d'accord. Le but de Conscience Nouvelle, c'est de... Conscience Nouvelle agit sur l'état d'esprit des uns et des autres. C'est le changement des mentalités des Noirs africains. Et pour ce faire, il faut une prise de conscience. D'accord. Dès que la prise de conscience est faite, il faut un renouvellement des pensées. Je laisse prise, je prends conscience. Renouvellement, je laisse cela et je prends pensée. D'où conscience nouvelle. Je laisse penser, je prends nouvelle. Donc ça fait conscience nouvelle. Conscience nouvelle. Donc, mais les pensées, je les garde à côté. Et je sais que je dois agir sur l'état d'esprit des gens, sur la pensée des gens. D'où ce recueil-là. C'est un peu un genre de mots, un jeu de mots, un style très différent. De sorte que les différentes citations, les différentes pensées. Effectivement, jouent sur l'état d'esprit, sur la pensée des uns et des autres qui lui rend cela. Donc, au lieu de mes citations, je préfère même penser parce que je suis très... comme je dis, je suis bizarre. Dieu m'a créé bizarre, donc il faut que je rende honneur à cette personne qui m'a rendu bizarre. Donc, je fais toujours les choses, on dit atypique, mais je dis je suis bizarre, donc je fais les choses autrement. Vous faites les choses à votre façon, avec votre touche d'originalité. Effectivement, d'où le donc recueil là, de pensées. Recueil de pensées, d'où vous êtes venu cette envie d'écrire un recueil de pensées? Effectivement, lorsqu'on commence dans le développement personnel, on a tendance à donner des conseils, un peu comme les juristes, hein. C'est ce que les gens ne savent pas. Un juriste aussi est un coach, mais dans le droit. Il allait à l'université pour cela. Mais un coach, les coachs de vie, il agit sur l'état d'esprit, sur nos quotidiens. Donc c'est des conseils qu'on donne. Et on commence avec des vidéos, des écrits. J'ai commencé par un blog. Et il faut beaucoup lire des livres de développement personnel. Et je tombe sur un livre où on parle de recueil de citations. Et ça m'est venu comme ça en tête. Tiens, et si tu donnes beaucoup de pensées, chaque semaine, je donne une pensée. La pensée de la semaine. Et c'est en récoltant chaque semaine des pensées qu'il fallait les recueillir, les rassembler dans un livret. D'où cette idée de recueil de pensées. Et ça me permet de commencer tout en douceur. Parce qu'il ne faut pas aller brusquement quand on parle de l'état d'esprit des gens, parce que les gens se braquent. Elle veut dire quoi? Je pense mal. Ah oui. Alors que c'est la chose la plus importante, mais il faut aller tout doucement de sorte que le processus s'enclenche. Voilà. D'accord. Et là, à travers recueil de pensées, qu'est-ce que vous recherchez comme réaction chez le lecteur? D'abord, il faut une prise de conscience, c'est-à-dire qu'il faut réaliser qu'on a des problèmes. Il se trouve qu'on n'a bien souvent pas l'occasion de réaliser qu'on a peur, de réaliser qu'on n'essaie pas de réaliser qu'on a des problèmes. Tout devient normal. On est dans une vie un peu imaginaire. Oui, on ne comprend pas pourquoi ça ne va pas. Ah d'accord. Mais quand on réalise, pour une prise de conscience, on réalise subitement, comme si quelque chose vous tombe sur la tête. Un déclic. Un déclic, voilà, effectivement. Mais qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Le processus est enclenché. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Il faut maintenant avoir les différents éléments qui nous permettent de pouvoir entamer, régler la situation que nous vivons d'une autre façon. Parce que la situation reste. Mais c'est ton regard sur cette situation qui doit changer. Donc moi, j'agis là. La situation, rassurez-vous, ne changera pas. Mais ton regard doit changer sur cette situation. De sorte que tu puisses avoir les pensées qu'il faut, la réflexion qu'il faut. Moi, je dis la réflexion véritable qu'il faut pour pouvoir
prendre les décisions adéquates. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises décisions, c'est des décisions adéquates à une situation bien donnée. Une décision qui s'adapte à la situation. Et améliorer sa qualité de vie. Parce que c'est vrai qu'on ne sera pas éternel sur cette terre-là, mais il faut au moins un minimum de qualité de vie. Et cela, la source, c'est notre état d'esprit. Si c'est mauvais, tout devient mauvais. Donc vous travaillez. D'accord. Voilà. Et là, j'ai envie de savoir, il y a forcément l'une de vos pensées qui particulièrement vous tient à cœur. Si vous pouvez partager avec nous. Oui, c'est sûr ce que j'appelle l'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur, c'est à la page 15 pour ceux qui l'ont déjà. D'accord. Donc je dis toujours, l'ennemi intérieur est plus dangereux que l'ennemi extérieur. Déjà, c'est qui l'ennemi intérieur? Oui, c'est tellement bien posé comme question. Nous cherchons toujours l'ennemi à l'intérieur de nous. Surtout nous, les Africains, on adore les ennemis. Les jaloux vont mourir. Vous qui me détestez, les flèches sur Internet. Souvent, on se sent concerné. On dit, attends, est-ce qu'elle ne parle pas de moi? Est-ce qu'il ne parle pas de moi? Parce qu'on voit les ennemis partout et ils sont véritablement là. Mais on ne fait pas on n'agit pas de la bonne façon. Moi, je pense. L'ennemi intérieur existe, il est là. C'est une réalité. Mais il n'est pas si dangereux que l'ennemi intérieur. Parce que l'ennemi extérieur... L'ennemi extérieur existe. Voilà. Les jaloux qui sont dehors, qui sont sur Internet, qui vous jalousent là, ils existent. Mais l'ennemi le plus dangereux, c'est celui de l'intérieur. Il est à l'intérieur de vous. Il dort avec vous. Il mange avec vous. Il se lève avec vous. Il fait tout avec vous. Mais il reste insoupçonnable. Et c'est qui l'ennemi intérieur? Exactement. C'est la question même que j'allais demander. C'est votre mentalité, votre ennemi intérieur. Et il est très dangereux. Donc on va dire le moi. Le moi, quelque part, mais votre capacité, votre état d'esprit, votre système de pensée, votre façon de réfléchir. D'accord. Qui crée ce système, cette façon de réfléchir. Quand on unit tout, on réunit tout, ça fait votre mentalité, votre système de pensée, votre façon de penser. Quand on dit mentalité, on se sent insulté. Mais votre système de pensée, d'où recueil de pensée. Ah oui. L'ennemi, il est intérieur, il est très dangereux. Donc lui, il vous ronge. Au moment où vous allez vous en rendre compte, c'est déjà trop tard. Déjà trop tard. Alors que l'ennemi extérieur, vous le voyez venir, vous esquissez. Vous avez le temps d'esquiver un peu. Voilà, vous l'évitez. Tout simplement. Vous n'êtes pas obligé d'être avec cet ennemi extérieur-là. Mais l'ennemi intérieur dort avec vous, il se lève avec vous. C'est nous-mêmes. C'est nous. Voilà. Et c'est surtout votre état d'esprit que vous devez travailler, vous devez vous concentrer sur cet ennemi intérieur-là, qui est à l'intérieur de vous. C'est dangereux. Donc, voilà, il vient avec votre recueil de pensées, voilà. Je suppose que vous arrivez à donner des conseils à des personnes. Comment parvenir à dompter l'ennemi intérieur, comment parvenir aussi, pourquoi pas, à collaborer avec lui de sorte à faire bonne route. Voilà. Eh bien, nous aussi, on souhaite bonne route à votre recueil de pensées. Et on espère que quelque part, le MILA a apporté une solution à l'un de vos soucis de pensée. De pensée et de voir la stratégie qu'il faut, la pensée véritable qu'il faut, afin de prendre les décisions adéquates par rapport à ma visibilité sur Internet. Parce qu'il n'y a pas... Quand je parle en tant que veilleur des consciences, ce n'est pas parce que je suis parfaite, je suis bien. Et que les autres ont un état d'esprit qui n'est pas bien. Moi, à chaque fois, je suis tourmentée, torturée plus que vous. Parce que je porte le message. De sorte que je puisse aider chacun d'entre nous. Moi-même, je travaille toujours sur mon état d'esprit. C'est continuel. C'est pour cela que j'appelle tous ceux qui me suivent les renouveler. Parce qu'il faut renouveler ses pensées. À chaque fois. Voilà. Tant que tu vis, tu dois renouveler tes pensées selon les situations qui se présentent à soi. Et c'est ça qu'on se souvient. Donc, il ne faut pas qu'on se sente frustré quand on parle de mentalité ou on se sent insulté quand je dis éveilleur des pensées, éveilleur des consciences et tout. Non, c'est pas. On est tous. Il y a une certaine arrogance qui vient. Elle veut dire quoi? Et laisser l'orgueil de côté pour travailler sa pensée. C'est le but de Conscience Nouvelle. C'est pour ça que je suis sur cette terre. Tant qu'on vit, il faut renouveler ses pensées. Je crois que c'est sur ces propos que nous allons nous quitter et puis renouveler notre invité. À tout de suite. Nous avons reçu la délégation de plusieurs pays, à savoir le Burkina Faso, le Niger, le Cameroun et le Tchad, qui est le pays à l'honneur. Et je reçois sur notre plateau Oui, Sobdi Kemaï. Sobdi Kemaï, bienvenue. Merci vous venez beaucoup. de très loin. Hein? Merci ma fille, je viens du Tchad. Oui, comme je l'ai dit, il faut croire que la littérature n'a pas de frontières. Voilà, la littérature bouscule les frontières. C'est pourquoi la littérature tchadienne a bousculé les frontières ivoiriennes. Et voilà, nous sommes là quoi, au nom du Tchad.
Et les amis de la Côte d'Ivoire nous ont fait honneur. Le Tchad est invité d'honneur de ce Mila. Voilà. Là, moi, je suis un peu surprise. J'aimerais savoir comment ça s'est fait, la collaboration entre la Côte d'Ivoire et le Tchad, au point où vous soyez pays invité d'honneur. Oui, la littérature est un carrefour. La littérature est un tout. Hein. Dans la littérature, tu peux gagner de l'amitié, tu peux gagner de l'argent, tu peux apprendre beaucoup de choses. Voilà. Et la littérature a permis qu'on tisse des liens avec les Ivoiriens. Et voilà, nous sommes là aujourd'hui. Voilà. Et je vois bien, vous tenez un livre. Donc, vous n'êtes pas venu seulement en tant que pays invité d'honneur, vous êtes venu également en tant qu'auteur de livre. Oui, Voilà, je suis auteur de ce livre titré « Le sexe féminin, une fatalité ». C'est une question que je pose. Je ne confirme rien, mais je pose une question. Est-ce que être né, bébé, fille, porter le sexe féminin, est-il un fardeau? Quand nous voyons les discriminations qui pèsent sur les filles, sur les femmes, on ne fait que rencontrer des difficultés. Donc, venir au monde en tant que femme, est-ce que c'est un fardeau? C'est un fardeau. Voilà. Et là, la question, elle est posée à qui? La question est posée à tout lecteur. À tout lecteur. Voilà. D'accord. Que tu sois homme, que tu sois femme, la question est posée à tout le monde et chacun doit répondre à cette question. Voilà. D'accord, mais là, moi, je me dis, il y a tellement de sujets de société que vous auriez pu aborder. Mais pourquoi la question de la femme? Oui, pour moi, la femme est vie. Hein. La femme est vie, elle donne vie, tout tourne autour de la femme. On ne peut pas se passer de parler de la femme, surtout moi, parce que je sais que la femme donne vie. La femme est vie. La femme est comme l'ombre fraîche sous laquelle sa famille se repose. Elle est comme l'eau fraîche. Quand tu as soif, tu prends de l'eau fraîche. Ça te donne quoi? Tu es désaltéré. Voilà le symbole que représente la femme. D'accord. Et puis bon, dans votre livre, il y a une histoire particulière? Oui, il y a une histoire du personnage principal, du nom Mad. Mad est une fille qui est née dans une famille de 10 garçons. Wow. Voilà, 10 garçons. Papa Pagoui pensait qu'il n'allait pas trouver un bébé-fille, quoi. Mais après, Mad arrive. Quand elle était à sa naissance, c'était de la joie, de l'euphorie. Mais quand elle a commencé à grandir, les problèmes ont aussi commencé à grandir. On dit à Mad que tu dois te marier. Ta place est sur le lit de ton mari ou bien à la cuisine. Tu dois te marier pour faire des enfants. Voilà le problème. Là, Mad, c'est une fille courageuse. Elle a lutté et elle a pu continuer avec ses études. Voilà, l'histoire nous montre les difficultés que ce personnage a surmontées pour avancer. Je voudrais à travers ce livre dire aux filles, dire aux femmes que les difficultés sont là. On doit les affronter. On doit marcher sur les difficultés pour avancer. Ce n'est pas parce qu'il y a difficulté qu'il faut croiser les bras. Exactement. Parce que la femme est vie. Le noyau familial doit être encadré par la femme. Les enfants, le mari. Une femme qui ne fait pas la joie de son foyer, la joie de son mari, pour moi, elle n'est pas femme. Voilà. Elle n'est pas femme, c'est cela. Eh bien, est-ce qu'on pourrait vous qualifier de féministe? Oui, je suis féministe. Je suis féministe, mais mon féminisme a un chemin particulier. D'accord, c'est quoi? Voilà. Mon féminisme exhorte les femmes à ne pas être paresseuses. Les femmes ne doivent pas dormir. Elles doivent se réveiller. Parce que j'ai écrit un livre le 8 mars, le deuxième livre, le 8 mars. Est-il une fête de défilés de pagne ou de pagne? Le 8 mars, est-ce que ça représente une fête de pagne ou de défilés? Je voudrais, à travers ces deux livres, exhorter les femmes à montrer qu'elles ont de la valeur, à se valoriser. Ne pas seulement frapper la poitrine et dire que je suis égale à l'homme et ne rien faire. Rester baillé, rester parler de calomnie.
des médisances. Vous fouettez l'orgueil de parler la femme. de pagne, parler de tresse. Non, ça c'est une perte de temps. Voilà, il faut que les femmes se montrent valeureuses. Elles doivent se faire former. Elles doivent apprendre. Elles doivent faire le commerce. Elles doivent faire le tricotage. Pourquoi pas? La femme ne doit plus dormir. Être égale à l'homme ne doit pas se faire prononcer dans la bouche. C'est pas synonyme de paresse. Voilà, il faut se mettre à l'action. D'accord, c'est bien noté. Hein. On espère en tout cas que les femmes, après lecture de votre livre, vont essayer de sortir de leur coquille, se bouger un peu. Parce qu'après, quand on dit qu'on est égal à l'homme, il faut exactement... Voilà, il faut montrer qu'on est égal à l'homme. Il ne faut pas rester à attendre de son mari. Il ne faut pas rester à attendre qu'on te vienne en assistance. Non, la femme est un être... Dieu lui a donné des capacités, des potentialités. Elle doit les exploiter. Ne pas se rabaisser. Elle doit enlever de sa tête les barrières, les clichés que la société a inculqués dans sa tête. Elle doit enlever ça et soulever la tête pour travailler. Et dans le respect de l'être humain, dans le respect de son mari. Il y a des limites à ne pas franchir. Voilà, pour moi, une femme, si elle ne fait pas la joie de son mari, la joie de ses enfants, la bonne marche de son foyer, à travers son foyer, sa ville, son pays et le monde entier, si elle ne fait pas ça, pour moi, elle n'est pas femme, quoi. D'accord. Parce que la femme, c'est la douceur, c'est la beauté. Voilà, la beauté du cœur, quoi. D'accord, ça se voit. Voilà. Et là, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des appréhensions pour la société féminine africaine dans les années à venir? Oui. La société féminine africaine doit valoriser les bonnes mœurs, les bonnes valeurs de nos mamans. Les gens pensent que quand la femme respecte son mari, quand la femme se comporte bien, elle est soumise. Moi, j'ai dit non. Moi, j'appartiens à une ethnie dans mon pays qui s'appelle Munda. Mon ethnie, c'est l'ethnie Munda. Chez nous, la femme apporte de l'eau dans la calebasse à son mari. Elle met son genou par terre. Elle tend la calebasse avec l'eau à son mari. Ce n'est pas pour dire qu'elle est dominée, mais c'est pour signe de respect pour son mari. Elle valorise son mari. Et chez nous, la femme appelle son mari Gong. Ça veut dire mon roi. Mon roi. Voilà. Tout ça aussi, c'est dans le cadre du respect, pas dans la domination. Oui. Il faut penser à nos anciennes, à nos grands-mères, à nos anciennes valeurs traditionnelles. Donc les femmes, c'est vrai, après avoir revendiqué, il faut quand même... toujours ne pas déborder les limites, rester dans le cadre du respect. Oui, pour moi, même si tu es président de la République, si tu ne fais pas la joie de ton mari, je le répète encore, si tu ne fais pas la joie de ton mari, de ton entourage, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et là, j'ai envie de dire... Pour vous, c'est la première fois de venir au Mila? Oui, la première fois de fouler le sol ivoirien, voilà, et Abidjan qui est doux. Voilà le pays de Gou, le pays de Gouiri, le pays de Didier Drogba. Je suis contente d'être là. En tout cas, nous aussi. Et je suis panafricaniste parce que ce que je porte, c'est une tenue du Niger. Une tenue du Niger. Voilà, je suis tchadienne et je suis à Abidjan. Et là, vous êtes en terre ivoirienne. Voilà, l'Afrique se ressemble, je suis partout chez moi. Il faut croire que la littérature nous a tous rassemblés et c'est sur cette belle note de panafricanisme que nous allons nous séparer et nous dire à tout de suite pour le prochain invité. Après le Tchad, nous allons maintenant au Cameroun. Je suis avec Madame Alice Stagneto Onana. Elle est auteure camerounaise. Bonsoir Madame. Bonsoir Mademoiselle. Madame, enfin. Chez nous en France, c'est Madame. D'accord. Vous êtes auteure du livre Une victoire à l'arraché, trajectoire d'une immigrée. Et je vois que c'est un livre autobiographique. Donc, parlez-nous un peu de votre histoire parce que c'est elle qui est relatée dans le livre. Oui, je suis Alice Stagneto Onana, écrivaine résidente en France. Je suis ici au Mila pour représenter mon pays et pour aider ces jeunes qui organisent ce Mila
mieux se positionner et leur dire que au-delà des frontières, ils sont écoutés, suivis et que nous louons le travail qui est fait sur place. Donc l'histoire d'une victoire à l'arraché part du fait que j'avais fini ma formation pour devenir directeur dans le domaine de la santé. Et pendant que j'attendais la prise de poste, bon, j'ai décidé d'écrire un peu, de continuer d'écrire, de mettre quelques mots dans mon clavier, comme ça j'écrivais. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'écrive quelque chose et que ma vie était vraiment riche et qu'il fallait raconter. Essayer de faire connaître mon histoire à ces jeunes femmes qui arrivent en France, ces jeunes qui veulent traverser la Méditerranée pour aller en Europe, sachant que c'est difficile. Il y a très peu qui réussissent là-bas et qu'il faut réfléchir et qu'il y a d'autres moyens. Bref, donc, exposer mon problème en général et que si ça peut leur dire quelque chose, si à partir de mon histoire, et conseiller aussi. Leur donner quelques conseils et c'est dans ce but. D'accord. Et là, déjà vu que vous êtes en France, Oui. bien que camerounaise d'origine, Oui. donc c'est un peu étonnant. Comment vous vous retrouvez au Mila, ici à Abidjan? Ben, je me retrouve au Mila, pourquoi? Parce que je travaille aussi avec le Cameroun. Mes racines sont camerounaises. D'accord. Et j'aime tout ce qui est africain, parce que je suis africaine. Je mange que la cuisine africaine d'ailleurs. J'ai du mal avec la cuisine française. Pourtant, je sais la faire. Mon palais est resté figé. Hein. Donc, j'aime tout ce qui a trait à l'Afrique. Et je fais un retour aux sources à travers mes livres. Donc, je décide donc de retourner au Cameroun. Et c'est là où je rencontre mon attaché de presse, mon brand manager. Et on fait un bout de chemin. Et comme il est membre de Rage, il m'en parle. Il me dit, ce serait bien, si tu le veux bien, venir nous donner un coup de pouce et que nous sommes africains. Toi, au niveau intercontinental, tu peux venir nous donner un coup de pouce. J'ai dit, ben, volontiers, je viendrai. D'ailleurs, c'est un pays que j'affectionne vraiment. J'étais là en 95, ça s'est bien passé. Et ce sera un plaisir de revoir la Côte d'Ivoire. C'est un plaisir pour nous aussi de vous voir. Donc là, on comprend clairement que vous n'êtes pas venu seulement en tant qu'auteur, mais vous avez également contribué au bon déroulement de cet événement. Tout à fait, par mes conseils, hein, par mon positionnement, dont j'en suis fière. Et en retour, le Mila, qu'est-ce que le Mila vous a apporté après votre dévouement? Me retrouver avec la Côte d'Ivoire d'antan, même si ça a changé énormément. Revoir auprès de vous, être entouré des personnes comme moi, manger la cuisine ivoirienne, découvrir les jeunes auteurs, parler des jeux. Hier, j'ai assisté à une table ronde sur le féminisme, les enjeux du féminisme, parler un peu, amplifier encore, donner des conseils parce que je suis une féministe hein, et c'est pas péjoratif, vraiment c'est que j'ai envie d'aider les femmes en Afrique à sortir de la léthargie, les femmes qui pensent qu'ils ne peuvent pas aller à l'école parce que pour vivre il faudrait se marier, que la femme est mieux attend auprès d'un homme, que non, c'est pas une façon, la femme devait se positionner autrement. Donc, il y a des métiers dont on disait que la femme ne pouvait pas faire, par exemple les métiers de la santé. En Europe, les meilleurs médecins aujourd'hui, pour la plupart, ce sont des femmes. En grand nombre. Donc c'est un peu ça. D'accord, merci bien. Et là, vu que nous sommes à la 4e édition, hein, le Mila va continuer. Et là, en tant que conseillère, déjà que vous avez fait beaucoup en apportant vos conseils, vos précieux conseils, quels conseils pourrez-vous donner aux différents organisateurs du Mila pour les prochaines éditions? Pour les prochaines éditions, comme je disais tantôt, c'est beaucoup plus au niveau des médias. Il faudra aller chercher des mécènes, des sponsors, essayer d'élargir, travailler avec un panel de médias
Vous, par exemple, les médias, vous devez essayer de voir avec eux, les suivre aussi, voir ce qu'ils font sur l'année, voir les temps forts, essayer d'injecter dans vos émissions de temps en temps pour que après un Mila, qu'on n'attende pas un Mila de l'année prochaine pour en parler. Il faut en parler régulièrement et que quand arrive le Mila, que les gens viennent nombreux s'imprégner des réalités parce que les gens diront bah, tiens, j'en entends souvent parler, il faudrait aller voir. Mais si on attend au moment de l'organisation et que vous arriviez là, disons on va faire une émission et qu'après cette émission vous attendez encore le Mila de l'année prochaine pour revenir, je pense qu'il serait difficile vraiment de faire décoller cette affaire qui est vraiment géniale, à louer, à vraiment accompagner. Quoi. En tout cas, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour accompagner tout ce qui est œuvre du Mila. Oui, faire un peu plus là, oui, mais après, je vous donne un peu les clés pour que ça décolle. Parce que c'est louable, c'est des jeunes. Je pense qu'un pays comme la Côte d'Ivoire est un pays qui est reconnu par la musique. Ah oui, oui. Ben, le même travail pourrait se faire avec les livres. Bon, je ne dis pas que c'est aujourd'hui que les choses se feront, mais à la longue, dans un avenir pas très lointain. D'accord, à court terme. Voilà. Voilà. D'accord. En tout cas, je crois que les différents organisateurs, les différents acteurs du Mila ont pris bonne note de vos précieux conseils. On vous dit merci d'avoir répondu à notre invitation. Et c'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir. Je reviendrai volontiers. Il n'y a pas de problème. Merci à vous. Eh bien, pour vous qui nous suivez, merci de rester connectés parce que le Mila, ça continue. De retour sur notre plateau, je vais maintenant au Gabon. Et cette fois-ci avec Armel Oyama. Bonsoir Armel. Bonsoir. Monsieur. Eh bien, vous êtes auteur d'ouvrages dont je tiens l'un en main, Les femmes qui pleurent. Et là, c'est... Les veuves de Bifula. Les veuves de Bifula. Oui. D'accord, on va parler des veuves de Bifula. Alors, pourquoi ce titre? Pourquoi les veuves? Bon, pourquoi les veuves? Le plus souvent, cette population à minorité est très affaiblie, est souvent spoliée, est souvent maltraitée. C'est un phénomène que nous décrions dans notre pays. Voilà pourquoi j'ai voulu le matérialiser dans un livre pour pouvoir apporter ma pierre, ma contribution à la lutte pour les droits de ces minorités-là. Ah, d'accord, donc vous dénoncez les réalités que vivent les veuves du Gabon et par extension de l'Afrique et essayez d'apporter un peu la lumière sur la réalité de ces femmes-là pour que leurs conditions soient améliorées. Oui. C'est bien cela? Oui, non seulement sur la réalité, mais aussi par anticipation. Parce qu'en général, ce problème, il est vieux. Mais sauf qu'il a toujours été pris dans un sens que moi je trouvais un peu limité. Alors, souvent on attendait que la veuve soit spoliée pour intervenir. C'est comme si on faisait le médecin après la mort. Mais moi, dans ce roman, j'anticipe. Je parle aux femmes en leur donnant des conseils pour ne pas tomber dans les travers de la spoliation. C'est-à-dire une femme, lorsqu'elle est en couple avec un monsieur, même s'il a les moyens, même s'il mène une belle vie, elle doit tout faire pour avoir un emploi, pour avoir une activité génératrice de revenus, pour parer à toute éventualité, être autonome et ne plus un jour subir les affres de la spoliation. Donc elle doit avoir une assurance à elle, sans forcément compter sur l'assurance de son mari. Oui, elle doit être indépendante, elle doit être autonome. Lorsque celui-ci est encore vivant, ce serait bien qu'elle puisse apporter sa contribution au foyer. Mais cette autonomie permet à la femme d'être en sécurité. Quelle que soit l'éventualité qui arrive, au moins, elle garde le même train de vie. Parce que souvent, on a remarqué qu'il y a des personnes qui vivent une vie excellente, qui vivent dans des quartiers huppés, mais lorsque le père de famille meurt, lorsque celui qui amène les revenus dans le foyer meurt, c'est la vie qui change complètement. Exactement. Ces personnes passent de l'opulence à la misère totale. Donc, il faut être prévoyant. Voilà. Il faut être prévoyant. Avec vous, à travers votre livre, vous apprenez aux femmes à être prévoyantes. Oui. D'accord. Et là, vu que vous venez du Gabon, moi j'aimerais savoir comment ça s'est fait, la rencontre entre Côte d'Ivoire et Gabon, au point d'être même invité au Mila. Oui, mais nous sommes dans un monde globalisé. On ne vit pas en cloisonnement.
c'est vrai que pour moi, il y a une seule littérature, la littérature africaine, mais avec des aspects particuliers dans certains pays. Mais sauf que nous sommes au contact de confrères d'autres pays à travers les réseaux sociaux, à travers des associations, à travers, par exemple, le Mila, la Rage, qui rassemble un ensemble d'auteurs, un ensemble de promoteurs littéraires. Donc c'est important de se retrouver, hormis les réseaux sociaux, de se voir en face lors de ce genre d'événements. D'accord. Donc les réseaux sociaux vous ont réunis. Bien sûr. Et là, vous êtes en Côte d'Ivoire. En tout cas, nous, on vous souhaite la bienvenue dans notre pays. Merci. Et on espère que dans les éditions futures, vous serez encore avec nous. Je serai là, déjà à la prochaine édition du Mila 2022, je serai ici. Voilà, et déjà ça tombe bien. Quand vous serez là, quelles sont d'ici là vos attentes? Qu'est-ce que vous espérez rencontrer à la prochaine édition? Bon, je souhaite rencontrer beaucoup plus d'auteurs ivoiriens parce que là, nous, on était 6 pays représentés, Oui. des pays hors Côte d'Ivoire, mais je veux qu'il y ait un peu plus d'auteurs ivoiriens. Ça permet en fait de partager des expériences, de croiser nos différentes expériences, d'apprendre des autres. Parce que, comme on dit en philosophie, autrui est mon miroir. Pour me mesurer, pour savoir si j'ai quand même de la qualité, il faut que je me mesure à d'autres confrères, pour voir un peu si je peux améliorer mon style et puis comparer avec ce que nous faisons au Gabon. Donc voilà, pour avoir plus d'auteurs, plus d'écrivains. Voilà. Ivoiriens. Ouais. On espère que votre requête sera prise en compte pour les éditions futures Je et l'espère. également vous voir à cette édition future. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Au Mila, il n'y a pas que des étrangers, il n'y a pas que des assistants. Il y a également des promoteurs même de l'événement qui s'adonnent aux activités littéraires. Et pour ce faire, je suis avec Crépin Conan. Il est... Vous êtes? Je suis le directeur artistique du Mila. Directeur artistique du Mila, mais pas que, vous êtes également auteur. Oui, je suis écrivain, je suis auteur d'un petit livre qui vient de naître. Qui vient de naître. Ah, d'accord, donc vous êtes papa. Je suis papa. D'accord. Tout nouveau papa. C'est bien. Félicitations à vous. Hein. Merci, Eunice. Et déjà, au niveau de votre rôle de directeur artistique pour l'organisation du Mila, il faut voir que ça fait la 4e édition. C'est exact. Et au cours de cette 4e édition, vous avez fait face à quel genre de défis? Pour le défi, il fallait surtout pour cette 4e édition relever le niveau du Mila. Voilà, parce que l'année dernière, à cause de la situation sanitaire, la Covid-19, le Mila n'a pas pu avoir lieu. Et il fallait faire plus que pour la 3e édition de 2019. Et donc, c'était un défi à relever. Et je pense que, au vu de tout ce que nous avons pu accomplir, je pense que le défi a été relevé. D'accord. Et là, maintenant, en tant qu'auteur, le titre de votre ouvrage, je crois, c'est Ama, la princesse Apouchou. C'est ça, Ama, la princesse Apouchou. Apouchou. Déjà, ça fait un peu cliché quand on entend la princesse Apouchou. Pourquoi cette précision dans la morphologie de votre princesse? Cette précision parce qu'elle est vraiment Apouchou. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, ça fait partie de notre jargon. Apouchou, c'est une personne, une femme ou un homme qui a des rondeurs, qui est en forme. Voilà. Et donc, Ama, elle est vraiment Apouchou. Sa morphologie, c'est tout. Le titre le porte bien. Donc, il n'y a pas... j'ai envie de dire, il n'y a pas d'idée derrière le fait qu'elle soit Apouchou. C'est juste parce qu'elle est Apouchou, c'est tout. L'idée derrière, c'est de permettre à tout un chacun de s'accepter parce que être princesse, c'est pas celle qui est... Dans l'idée des gens, quand on dit princesse, tout de suite on pense à quelqu'un qui est raffiné, de forme, qui est très belle, qui est parfaite. Et Ama, elle est une princesse pas comme les autres. Non seulement elle a la peau très noire, parce que c'est une princesse africaine, elle a la peau très noire et viennent s'ajouter ses rondeurs. D'accord. Et là, quand vous publiez Ama, la princesse Apouchou, vous attendez quel genre de réaction chez votre lecteur? J'attends d'abord que le lecteur sache qu'il y a plusieurs types de personnes. Ensuite, que le lecteur sache que quand on est prince, quand on est roi, quand on est d'un sang royal, il y a des valeurs. Ce ne sont pas forcément ce n'est pas l'apparence. Voilà, parce que Ama souffre de son apparence. Sa mère qui la rejette, la population qui la critique parce qu'on ne la trouve pas belle, on la trouve moche.
Voilà. À cause de ses À rondeurs. cause de ses rondeurs et à cause de la couleur de sa peau qui est très foncée. Et, mais en plus de cela, elle a pu prouver que ce n'est pas la forme qui fait la princesse, mais c'est l'intérieur. Parce qu'elle a combattu pour son royaume et elle a remporté la victoire. Voilà, Donc, c'est ce que je veux. c'est les valeurs intérieures de Les l'homme. valeurs intérieures de l'homme D'accord. qui comptent. On ne doit pas se baser sur le physique d'un homme pour le juger ou bien pour l'apprécier seulement. Il faut voir ce qui est à l'intérieur de la personne. D'accord, donc c'est bien noté. On espère en tout cas qu'après lecture, les différents lecteurs vont comprendre cela, qu'il ne faut pas forcément se baser sur l'apparence d'une personne, mais au-delà, il y a des valeurs à promouvoir. Exactement. Eh bien, on souhaite déjà la bienvenue à notre princesse Ama et on espère qu'elle va bien grandir dans ce royaume. Je l'espère bien, j'espère qu'elle va bien grandir dans son royaume et que les Ivoiriens vont bien l'adopter et que j'aurai quand même, j'attends après lecture que des gens m'approchent pour vraiment échanger, débattre de cette question d'apparence physique. Parce que le thème du gala que j'ai donné pour annoncer l'apparition du livre, c'était l'acceptation du soi. L'acceptation du soi. Et moi, c'est mon combat. Je veux que chacun s'accepte et chacun s'apprécie tel qu'il est et que les autres voient plus que le physique, qu'ils voient l'intérieur, ce qu'on a à donner. Et comme je vois donc clairement que vous avez décidé de mener ce combat-là à travers votre encre. C'est ça. Donc nous, on souhaite en tout cas qu'après la princesse Ama, il y a encore d'autres princesses, pourquoi pas des princes et même des rois et des reines. Il y aura des princes, il y aura des reines, il y aura des rois parce que chaque personnage est un prince, chaque personnage est un roi. Et chaque lecteur aussi découvre un roi, un prince à travers les valeurs qu'on essaie d'aborder dans nos livres. Merci à vous de nous avoir accordé votre temps. C'est vous que je remercie. Merci à vous. J'étais là à présent avec le père de Ama, la princesse Apouchou. Je vous dis merci de nous avoir suivis et on se dit à bientôt. Je suis maintenant avec monsieur Alain Parmenide. Il est auteur. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Je suis heureuse de vous recevoir. Moi également. Eh bien, vous êtes auteur. Parlez-nous, présentez-nous votre ouvrage et parlez-nous de votre ouvrage. Merci bien. Je suis Alain Parmenide, auteur de Introduction à l'infiniment petit, pour mieux analyser le déterminant. Analyser le déterminant, c'est questionner l'essence fondamentale de toute personne, qui est la pensée. Et qui parle de pensée, parle de la définition de la vie ou de la trajectoire d'une existence. Est-ce que nous pensons bien notre vie? Est-ce que ce à quoi nous avons pensé nous conduit à nos rêves? C'est la question essentielle que nous abordons ici dans cette philosophie romanesque qui est introduite par l'infiniment petit ou mieux analyser le déterminant. Et dans votre ouvrage, est-ce que vous donnez réponse à ces différentes problématiques que vous venez de poser? Oui, les réponses sont, ma foi, relatives. C'est-à-dire qu'on peut donner une réponse, mais qui ne va pas de l'assentiment de quelqu'un, de l'auteur. Donc nous évoluons sous forme problématique. Parce que pour mieux trouver une solution, il faut la formuler sous forme problématique, des hypothèses, les questions, afin que ça soit un dialogue entre le lecteur et le lecteur. C'est-à-dire un dialogue entre soi et soi-même. Pour se définir. Donc, vous dites? Un dialogue introspectif. Introspectif, comme vous le dites, parce que si on n'amène pas le lecteur, ma foi, à se questionner, il passerait. Mais s'il se questionne, il reste et il possède la chose pour mieux amorcer ces différents virages. D'accord. Donc, j'ai pu observer, hein, comme vous l'avez dit, vous étiez là depuis le début du Mila, depuis le 27 et jusqu'à aujourd'hui avec ces 3 jours, ces panels qui ont été faits, ces expositions, quelles sont vos impressions durant ces 3 jours du Mila? Merci bien. Émile Zola disait qu'aucun bonheur n'est possible dans l'ignorance. Aller au livre, c'est aller à la lumière et s'inviter comme lumière. Mais aller loin du livre, c'est marcher dans les méandres de la vie, s'obscurcir et vivre comme dans la caverne platonicienne. Alors, qui parle du livre
appelle l'homme à la lumière. Je ne pouvais pas être en marge de cet événement aussi capital, important qu'il est. Je suis venu parce que le livre, c'est ma définition. J'ai rencontré le livre tout jeune, depuis la classe du primaire, où je lisais disons, je faisais comme on appelle là, de mes livres de lecture, mes amis. Je pouvais aller m'amuser, mais quand je revenais toujours pour lire, je découvrais de nouveaux mots, je découvrais de bien de vie, ça me permettait de voyager. Donc parler du Mila, qui est le carrefour du livre, si j'ai, ma foi, cette possibilité de baptiser cet événement aussi remarquable et international, on ne pouvait pas sincèrement se départir de cette communion de la lumière. C'est pourquoi je suis là. Et c'est à saluer. Et ma foi, le Mila aura plus d'essor, va se projeter pour que l'humanité revienne à son essence qui est le décider pour soi et la liberté continue. J'allais même vous le demander, hein, votre souhait pour le Mila aux éditions futures. Oui, mon souhait est qu'il y ait de l'engouement et il faudrait qu'une campagne médiatique soit vraiment de taille afin que les gens sachent que le livre est le fondement de la vie. Parce que qui ne s'instruit pas, qui ne lit pas, s'enferme, s'embobine et se meurt progressivement. Mais venir au livre, comme il l'a dit, c'est être, comme on appelle, sur la bonne trajectoire, la bonne voie, de ne pas commettre des erreurs. Les erreurs existent bien sûr, mais ce serait un peu infime. Donc c'est à saluer, mais il faudrait qu'on ait un espace plus ouvert, les universités, les écoles, des carrefours, et que la campagne médiatique soit vraiment de taille afin que les gens viennent pour qu'il y ait l'engouement que nul ne pourrait imaginer. Parce que cette fois-ci, c'est un peu dilué. Voilà, c'est un peu dilué. Causer avec, échanger, disons, avec les auteurs et autres, parler de leurs livres, c'est les amener à aborder les thématiques et éveiller certaines choses dans ceux qui viennent questionner. Ne pas venir au livre, c'est accepter de mourir. Ne pas venir au livre, c'est accepter de mourir. Je crois que c'est sur cette belle phrase que je vais vous dire au revoir. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu à cette invitation. Et vous qui nous suivez depuis ce matin, je vous dis merci. Merci d'être fidèles, merci d'être restés avec nous depuis ce matin. J'étais avec Alain Parmenide. Merci et on se dit merci. À bientôt. Le meilleur pour la fin, je suis à présent avec le commissaire général du Mila, Yves Arsène Kouakou. Bonsoir commissaire. Bonsoir madame. Franchement, ça a été une réussite. Depuis le mercredi, nous sommes là et nous avons vu les activités se dérouler jusqu'à aujourd'hui, la cérémonie de clôture. Eh bien, quand vous voyez tout ce parcours du mercredi à aujourd'hui, quel est votre sentiment? Le sentiment, déjà merci pour l'invitation. Déjà c'est un sentiment de joie et de satisfaction. Parce que quand on voit les années antérieures et puis ce que nous venons de vivre, c'est vraiment une réussite. Sans tomber dans cette satisfaction totale, je dirais qu'on a fait plus que les années antérieures et donc je suis un commissaire heureux. Vous êtes un commissaire heureux et ça se voit bien. Merci. Et bien là, nous, on a envie de savoir qu'est-ce que vous nous réservez pour l'édition future. Alors pour la 5e édition, c'est le Sénégal qui est le pays invité d'honneur. Wow. Et vous savez que le Sénégal, c'est un pays de tradition littéraire. Et donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on augmente le volume. Et donc il y a de belles choses à voir pour l'année prochaine. Beaucoup d'innovations. Déjà, hier nous étions à Koumassi pour un spectacle de slam. Et nous avons vu que déjà il fallait travailler sur ce concept-là pour que le Mila soit un événement éclaté l'année prochaine. Des spectacles un peu dans certains quartiers de la ville, des projections de films. En tout cas, il y a de belles choses à voir pour l'année prochaine. Il y a de belles choses à voir. Alors, vu que nous sommes à la dernière journée du Mila, très rapidement, votre mot de fin. Alors, mon mot de fin, c'est de dire merci aux partenaires. Si aujourd'hui le Mila est à ce niveau-là, c'est grâce aux partenaires comme vous, aux médias qui ont vraiment, sans vraiment rien attendre de nous, ils sont jetés aussi à l'eau avec nous, ont partagé la vision de cette aventure avec nous. Et donc, c'est de leur dire merci et l'aventure continue. À très bientôt en 2022 pour le Sénégal. Merci à vous de nous avoir associés à ce grand événement.
Eh bien, le meeting international du livre et des arts associés se termine aujourd'hui. Il a débuté depuis le 27 et prend fin aujourd'hui. Ce fut un plaisir pour nous d'avoir passé cette journée à vos côtés. On espère que vous avez profité des différents panels, des différentes expositions, des échanges que vous avez fait, des rencontres. Eh bien, nous, on vous dit à très bientôt, à l'année prochaine pour le MILA 2022. Vive le livre et que vive l'art. À bientôt.